Bonsoir. Avant que je commence, je dois dire seulement que ma voix est un peu faible aujourd'hui. Et mon français, c'est aussi un problème, mais la voix, ça me dérange. Et nous avons préparé le diapo. Les diapos sont, ils ne sont pas relatifs au texte. Ils sont vraiment comme background, plus de donner un peu d'atmosphère à le texte, mais ils ne sont pas corrélés avec le contenu de le texte. OK. Dans mon premier cours sur l'histoire dynamique de la sculpture au XXe siècle, j'ai parti du point de vue non pas d'un historien de l'art, mais d'un étudiant en art de 20 ans en 1969. J'ai remonté jusqu'au début du XXe siècle et au-delà pour retracer l'évolution de la sculpture en mettant l'accent sur le développement du matériau jusqu'à mon propre point de départ en tant que sculpteur en 1969. Cette deuxième partie commence de nouveau cette année-là et s'inscrit dans la même perspective, mais en se concentrant plus sur le développement en sculpture après 1945. Le passé est toujours une clé du présent. Et c'est une fonction de l'histoire de l'art que de nous fournir des informations pour contextualiser l'art dans notre propre époque. Nous apprenons l'histoire par le fait que nous appréhendons des choses qui demandent que nous nous intéressons à leurs origines pour le comprendre. Cela veut dire que nous apprenons vraiment l'histoire dans l'ordre dans lequel les choses sont arrivées. Bien que l'histoire d'art soit enseignée dans toutes les écoles d'art, il est vraiment discutable dans quelle mesure l'histoire doit être considérée comme les bases de la pratique de l'art. Faire de la sculpture est une aventure excitante qui, pour plusieurs raisons, prend vraiment le tout imaginé. C'est au-delà, ce devrait être une expérience de premier ordre avec le matériau. Ça ne sert à rien de s'engager dans cette expérience qui est de penser avec le matériau, avec une tête remplie de paragons et autres exemples historiques qui mènent de façon prévisible à un art académique. Étudiant à l'école d'art de Cheltenham, je me suis moi-même surpris à découvrir combien il était excitant et intéressant de faire de la sculpture. Par après, j'ai commencé à me prendre intérêt pour ceux qui avaient fait ou faisaient des autres sculptures. À cette époque, les plus connus en Grande-Bretagne étaient de loin Henry Moore, suivi par Barbara Hepworth, et d'autres de leur génération qui avaient commencé avec la guerre, mais s'étaient révélés au public après. Compte tenu du manque général d'intérêt pour les arts visuels et du fait qu'il y avait très peu de collectionneurs d'art contemporain en Grande-Bretagne à cette époque, les écoles d'art jouaient un rôle considérable dans le discours sur l'art. The Slade School of Art, Central School of Art, the Royal College, the St. Martin's School of Art étaient tous au cœur de différentes nouvelles tendances dans les années 60. St. Martin's était cependant le plus intéressant du point de vue des sculptures. Anthony Carroll, ancien assistant de Henry Moore, qui pendant son séjour aux États-Unis avait découvert le métaux soudé comme une alternative à la taille et du modulage. William Tucker, Philip King et Tim Scott y étaient les principaux tenants de la sculpture abstraite et soutenaient cette forme de sculpture avec beaucoup de dogmatisme. D'un autre côté, il était confronté à une génération plus jeune d'artistes moins liés à un genre formel et qui utilisaient tous les moyens possibles pour exprimer leurs idées et penchants. John Latham, Barry Flanagan, Bruce MacLean, Richard Long et Gilbert and George
étaient de ces artistes en réaction contre qu'ils considéraient comme des formalismes académiques. Refusant l'autorité et moins dogmatique, il se rendait immédiatement plus intéressant pour un jeune artiste débutant qui en était encore à chercher ce qui l'intéressait. Il est paru à cette époque qu'il y avait trois approches fondamentalement différentes, mais corrélées de la pratique de la sculpture. La méthode traditionnelle de la taille et du modelage, qui s'était affranchie de la représentation anatomique, mais qui tournait encore principalement autour de la figure. La méthode constructive, qui utilisait souvent le matériau préfabriqué, de l'acier surtout, pour faire la sculpture structurelle avec des techniques typiquement industrielles, telles de soudure, de boulonnage et de revêtage, qui sont attachées à la représentation explorée et exprimée, la statique, le maintien et l'articulation, faisant souvent référence à la statique et le maintien et la posture de la figure ou d'autres sujets réels. Et la troisième méthode consistait à utiliser tous les objets et matériaux, soit d'origine humaine, soit naturelle, en leur donnant de nouveaux rôles à jouer dans l'art. Duchamp avait introduit le ready-made et ouvert la voie à une stratégie complètement nouvelle pour les artistes qui, jusque dans les années 70, évoluèrent en plusieurs mouvements différents. Dada, Zero, Fluxus, le nouveau réalisme, Arte Povera et le pop art. Ces trois positions rentrèrent en collision dans les années 60, créant la controverse, parfois même la sculpture étant la sculpture, cette ambiance bagarreuse dans laquelle je débutais mon propre travail. La position qui m'intéressait était celle qui considérait tous les matériaux et leurs manifestations, y compris des êtres humains, avec tous leurs aspects et attributs, comme ayant un sens, et je tendais à avoir une approche plus conceptuelle de la pratique de la sculpture. Mes sculptures, je m'estimais heureux d'avoir été at the right time, at the right place, comme on dit, et d'avoir vécu un moment aussi intense de l'histoire de la sculpture en Grande-Bretagne. Au cours d'un débat critique sur mon travail, en 1970, j'ai entendu pour la première fois le terme de land art, arte povera et conceptualisme. Peu après, je commençais à entendre parler de mouvements artistiques qui avaient existé pendant les 20 années précédentes, et j'ai réalisé que ce qui s'est passé en Grande-Bretagne n'était qu'une partie d'événements semblables qui se produisaient dans plusieurs autres pays à la même époque, impliquant des questions d'artistes différents, mais animés de mêmes émotions et passions. Tous ces mouvements avaient en commun, loin d'être juste esthétiquement plaisants, de remettre en cause la valeur esthétique en s'inscrivant dans une lutte dûment menée pour les nouvelles valeurs esthétiques et autres. En Allemagne, il y avait des démêlés spectaculaires sur l'orientation et les propos de l'art et de la société. L'Italie avait connu pratiquement une révolution des idées et de l'esthétique depuis la Seconde Guerre mondiale, et en France, il était plus tangible que dans les autres pays européens que le centre de l'art contemporain était déplacé vers les États-Unis. La liberté, qui avait toujours été au cœur de la politique culturelle américaine, y ressentait les effets d'une génération qui prenait cette promesse au pied de la lettre. Elle la mettait en pratique dans son mode de vie, sa sexualité et tout l'autre aspect de la vie. Ces conflits de génération étaient menés sur tous les fronts. Il rejetait l'autorité et remettait en cause les valeurs. Il était euphorique, jeune et majoritairement pacifiste et idéaliste.
il était nécessairement appelé à échouer. Mettons que ça durait, de nouvelles idées devaient trouver de nouveaux modes d'expression. Et la forme que les choses prenaient était aussi radicale que les idées. En Grande-Bretagne, deux artistes d'après-guerre étaient très influents dans l'évolution de l'art des années 60, Eduardo Paolozzi et Richard Hamilton. Paolozzi avait fondé le mouvement artistique The Independent Group. Elle s'est intéressée à l'art brut pour avoir passé du temps en France vers la fin des années 40. Il trouvait quelque chose de direct et puissant, d'originel même dans l'image populaire de la publicité qui par nature visait à frapper bas et fort. Pour lui, ces images valaient celles de l'art brut. On considérait aujourd'hui que son œuvre, jeter les jouets d'un homme riche, marque le début du pop art. Richard Hamilton était lui aussi membre de l'Independent Group. Son œuvre « Qu'est-ce qui rend nos intérieurs d'aujourd'hui si différents, si attirants » est un collage habilement élaboré qui vise les idéaux et penchants de la société de consommation. Lui, plus qu'un n'importe quel autre artiste, était franchement obsédé par le travail de Marcel Duchamp. Étudiant, j'ai assisté à deux de ses conférences au début des années 70 sur le grand verre de Duchamp qu'il avait lui-même reproduit. Là, il retraçait dans le moindre détail sa découverte de comment Duchamp avait fait ses grands verres avec toute une série de procédés bien pensés, parfois obscurs et aléatoires. Duchamp avait parfaitement documenté son processus de travail, de sorte qu'il pouvait être quasiment décodé. Je dois admettre que cette expérience a été pour moi décisive. J'étais alors proche de l'art de cette époque qui, de plusieurs manières, renvoyait à Duchamp. Cette conférence, je l'ai trouvée essentiellement dérangeante. J'admirais l'intelligence et le radicalisme formel apparent, mais cela ne m'a pas conduit à une expérience de l'art particulièrement intéressante. En fait, je ressentais une nette déception. Ce n'était pas la première fois que ça m'est arrivé, mais c'était là une étape décisive pour me préparer à au moins écouter la voix de l'autre côté de l'art qui préconisait une approche moins conceptuelle. Le travail de Hamilton dans les années 60 était formellement stimulant et radical aussi, dans sa façon d'utiliser l'art pour exprimer ouvertement ses opinions politiques sur toutes sortes de sujets. L'art devenait déclaration politique. Usons parfois la même image et procédé que le commerce et la politique, non pas comme Dada, dont le geste politique s'exprimait avec colère, ironie et dédain, mais comme la prise de position artistique soigneusement élaborée. Ce mélange qui parlait aussi bien aux amateurs d'art qu'à un public plus large s'intéressant à la politique fait de Hamilton un artiste populaire au vrai sens du terme. En Grande-Bretagne, le peu d'intérêt que les médias portaient à l'art contemporain s'est concentré sur ce qu'on pourrait qualifier de scandaleux, controversé et absurde. Vu d'aujourd'hui, il est difficile de comprendre que même les sculptures de Henry Moore ont été rayées pendant les dizaines d'années. Et même de nos jours, les briques de Carl André ou le requin de Damien Hirst en font diverger certains. Des artistes comme John Latham, Bruce McLean, Richard Long et Gilbert George avaient défini un contenu social et politique dans leur travail en remettant en cause les institutions et les notions de l'art, et ils exprimaient par les nouvelles formes artistiques à la fois poétiques et pleines d'humour. Il faut noter que St. Martin's était à Soho, au cœur même de l'univers du théâtre britannique.
par la nature formative de leur travail, ils montraient tout ce qu'ils avaient pleinement conscience de leur relation avec le public. En exploitant, comme ils se firent le rapport entre les médias et l'art en Grande-Bretagne, ils ont donné à l'art britannique quelque chose qui allait prendre un tour différent avec conséquence dans les années 80, quand l'un des principaux leaders dans la section de art allait être un homme de la publicité et des médias. Le travail de ces artistes eut aussi une autre conséquence. Comme il était dans une certaine mesure de nature éphémère, il existait seulement sous forme de documentation, photographie, film et vidéo, ce qui confère à ces médias un rôle croissant dans l'art. D'abord seulement comme documentation et après un débat relativement bref sur le statut de la photographie, il s'est émancipé pour devenir la forme artistique à part entière. Duchamp et Dada avaient lancé un processus par lequel un objet après l'autre est réentré dans l'art. Les artistes de l'ère moderne sont souvent synonymes des objets et matériaux qui l'ont introduit dans le monde de l'art. L'urinoir, la boîte de soupe, la pâte de lapin, la pièce de voiture, le sac de charbon, le tube de néon, par exemple. Vers 1970, avec l'usage de la photographie et les autres médias, les événements éphémères, les objets gigantesques comme l'océan et les paysages impossibles normalement à faire réentrer physiquement dans l'espace d'une galerie ou un musée, pouvaient devenir de l'art à la Duchamp qui englobait tout. Avec les années 70, une large part de l'inventaire de choses du monde non artistique avait rejoint le monde de l'art, puisque les objets et matériaux utilisés par les humains peuvent s'interpréter comme une empreinte de notre existence. Ils nous fournissent par accumulation une image de nous-mêmes, créant un immense autoportrait de l'humanité. Dans la mesure où l'art et la vie, dont leur objectif précédait les matériaux, s'est rapproché l'un de l'autre et que c'était là un idéal souvent revendiqué, les artistes ont ressenti le besoin de définir leur statut particulier et leur profil professionnel, une appellation alors très convoitée pour rétablir la différence entre l'artiste et le public. Il est d'ailleurs frappant que plus qu'un artiste évolue dans le monde réel, plus il importe de se mettre sur un piédestal en promouvant le culte de la personnalité. Picasso, Dali et Duchamp ont tous activement entretenu le culte de la personne et les artistes en général ont pris plus en plus conscience de leur rôle par rapport au public et aux médias. Des artistes comme Andy Warhol, Gilbert and George, Richard Long, Joseph Beuys sont allés encore plus loin en se définissant eux-mêmes comme le centre de leur art, avec toutes les caractéristiques que ça importe, politique, sociale, économique, écologique, physique et spirituelle. L'implication de Warhol dans la culture populaire, la notion de sculpture sociale chez Joseph Beuys, les hypothèses de Gilbert and George sur le rôle des œuvres vivantes et le Portrait of an Artist Touching the Earth de Richard Long ont contribué à transformer l'artiste en acteur de changement. En 1975, en visite en Allemagne pour la première fois, je me suis tout de suite rendu compte de préoccupations sociales et politiques d'une société d'après-guerre qui, malgré sa réussite économique, luttait encore pour restaurer son identité culturelle tout en réorganisant consciencement ses rapports avec ses voisins et le reste du monde.
L'image et icône du passé étaient tragiquement soldées en échec et les Allemands devaient affronter la tâche historique de créer une société et une culture nouvelle. C'était un processus réel et dynamique, un combat pour les valeurs et orientations qui impliquait tout le secteur de la société et l'histoire culturelle riche d'Allemagne, fit les artistes toutes disciplinés, confondus, des participants de premier plan de ce débat. Les artistes, especiellement les sculpteurs, sont traditionnellement responsables de la représentation de l'être humain. Après la guerre, il y a eu encore un besoin même de créer des sculptures exprimant la tristesse et le remords face aux événements traumatisants du Troisième Reich. La Düsseldorf Kunstacademy a réouvert en 1946. Düsseldorf est située en Rhénanie de Nord-Westphalie, une région qui a connu une longue et riche histoire culturelle. Le climat, depuis toujours libéral et tolérant, en faisant le lieu de prédilection des artistes dans l'Allemagne d'après-guerre. Parmi les sculpteurs des années 50, il y avait pas seulement Joseph Beuys et Erich Herrich, qui étaient étudiants juste après la guerre, mais aussi Norbert Kricke, Otto Piener, Günther Oecker, Rolf Forstel et Hans Mack, qui en 1957 ont fondé le groupe Zéro. Que s'y frappe dans l'œuvre de beaucoup de ces artistes, c'est l'accent mis sur le matériau, la qualité de la matériau nouveau, ainsi le refus de représentation figurative. Norbert Kricke, qui dans ses œuvres antérieures modelait la figure, s'est mis à faire avec du fil de fer des sculptures très simples qui représentaient l'espace et le temps, induisant ainsi le figuratif. Cette sculpture minimaliste de début était une réponse positive au problème de la représentation figurative. Chez Kricke, la représentation de l'espace et du temps comme cadre d'existence humaine fait référence à l'œuvre de Barnett Newman. À ce moment-là, beaucoup d'autres sculpteurs s'étaient tournés vers la géométrie comme une forme d'abstraction en parallèle avec une tendance de la peinture, notamment les œuvres de l'expressionnisme abstrait des artistes américains, qui ont réduit leur peinture aux seules qualités formales de la couleur et de la ligne et de la surface et de la composition. Un conflit idéologique a eu lieu à Düsseldorf dans les années 60, personnifié par Norbert Kricke d'un côté et Joseph Beuys. Beuys était élève de sculpteur Ewald Materet, dont la foi chrétienne et l'intérêt pour la nature ont conduit Beuys à la philosophie de Rudolf Steiner. Beuys représentait la figure humaine comme définie par son rapport à la nature, au sein de laquelle l'existence dépend pour chacun de sa créativité dans le cadre de ce qu'il a appelé la sculpture sociale. Le programme social et politique qui revendiquait dépassait de loin les limites de l'expression artistique de l'époque. En 1974-15, j'ai assisté au débat public de Joseph Beuys à la galerie de Whitechapel à Londres, où, déchaîné sous son chapeau, désormais emblématique, à sa veste de pêcheur, il a échangé élégamment avec le public de l'Est londonien passant par là, que voir une opportunité d'aborder un Allemand auquel visiblement il n'avait pas pardonné les bombardements. Et lui, en même temps, répondait aux questions d'un public connaisseur et amateur d'art. C'était impressionnant d'être témoin de cette présentation pleine d'énergie, d'un savant mélange de socialisme, d'écologie et d'anthroposophie fondée sur les idées de Rudolf Steiner. Son anglais n'était pas très bon,
mais on sentait son idéalisme et sa conviction qu'une politique venant de la base pourrait mener à une économie plus juste et une société écologique meilleure. Nous avons tous compris que c'était là une évolution nouvelle et radicale de l'idée de l'artiste, qui devenait de coup acteur du changement, car pour Joseph Beuys, elle a signifié un changement social, économique et politique. L'idée sonnait bien, mais ça verra aussitôt problématique. En effet, qui veut vivre dans l'œuvre de quelqu'un d'autre qui ferait partie d'un véritable processus politique sans aucun rapport avec l'art, sachant que ça pourrait devenir aussi accablant que de vivre dans des conditions imposées. Pour mettre en pratique ces visions artistiques, il lui fallait des disciples qui recruta en instrumentalisant ses étudiants et en essayant de fonder plusieurs partis politiques avant de devenir membre fondateur de la nouvelle partie de Verts en Allemagne. Il développa un culte autour de sa personne et broda sa personnalité, broda sa biographie. Son œuvre, ses idées et visions politiques étaient controversées et continuent à diviser aujourd'hui. La conséquence de ces actions à teneur politique fut une réaction politique réelle qui lui fit perdre son statut de professeur. Largement considéré comme l'artiste le plus important d'Allemagne d'après-guerre, il est connu pour l'étendue de matériaux qu'il a utilisés. Avec le recul de ses sculptures ressemblent plutôt l'air de reliques ou du débris d'un rite culturel. Mais Beuys a passé sa vie à expliquer ses idées et en débattre, et c'est devenu la partie performative de son œuvre comme j'avais pu le vivre à la Whitechapel Gallery. L'œuvre de Beuys soulève une fois encore la grande dialectique de l'art sur le rapport entre forme et contenu. La vision complexe du monde que Beuys a représentée, en se référant à l'histoire, à la littérature, aux sciences, à la politique et à la philosophie, ne semble pas pouvoir être formulée par des matériaux sans y ajouter des explanations et interprétations. C'est exactement ce rôle que les historiens de l'art, les critiques et les institutions culturelles ont assumé dans notre culture contemporaine, faisant fonction de manuel d'utilisation d'œuvres d'art dans lequel le critère, leur interprétation et intérêt nous éloignent de plus en plus d'une expérience immédiate de l'art. On peut effectivement voir les œuvres d'art comme la chose faite pour qu'on parle. Mais en général, l'art devrait être une expérience originelle, ce qui, de nos jours, est compromis par l'autoguide et l'explication que nous devons constamment écouter lorsque nous sommes en face d'une œuvre. Les œuvres d'art sont souvent été associées à des mouvements politiques et avaient un contenu politique, mais il n'y a aucun rapport direct entre la qualité de l'art et les sentiments politiques exprimés. Des opinions politiques bien intentionnées ne sont pas garantes de qualité artistique, tout comme il y a beaucoup de beaux exemples d'art qui n'expriment pas leur opinion politique correcte. En revanche, l'art qui traite les grandes questions politiques ou sociales est automatiquement assuré d'avoir un public plus large que l'art qui traitait les sujets délicats ou intimes. Cette recette à succès trouve toujours le soutien de la part de ceux de même sensibilité ou autres, et a fini par produire des dernières décennies beaucoup d'œuvres creuses, recouvertes d'une fine couche à teneur politique ou sociale. La politique
traite et gère les relations et les conflits d'intérêts de toujours au sein de la société civile, tandis que l'art s'adresse l'écoute spirituelle et émotionnelle de l'individu, enrichissant la compréhension de l'existence et proposant de nouvelles perspectives. L'art, ainsi la motivation de les orientations de la société, il peut tout à fait conditionner la politique qui, de l'économie aux interventions militaires, dirige nos modes d'organisation sociale. La politique et l'art sont antagonistes. Et le danger que l'art s'implique dans le faire politique est de faire de l'art une intervention pratique dans le monde réel au détriment de son rôle idéal. Beaucoup de mouvements artistiques de la période peu après-guerre, peu après 1945, qui cherchent à encourager un nouvel type de société, franchissent souvent la ligne entre idéalisme et politique réelle. Un premier mouvement artistique en Allemagne après la Seconde Guerre mondiale était Zero, fondé par Heinz Mack, Otto Piener et Günter Ucker, qui travaillaient avec John Tangley, Luciano Fontana, Enrico Castanelli, Daniel Sperry, Tapies, Yves Klein et Pierre Manzoni, dans un réseau international d'artistes. Le mouvement appelé quelquefois de néo-dadaïsme défiait le concept contemporain de l'art en employant plusieurs nouveaux matériaux et objets à la manière alors établie de ready-made. Le titre lui-même évoquait l'idée d'un renouveau culturel et il est intéressant de constater qu'il y avait un groupe d'artistes japonais du même nom. L'œuvre était radicale et originale, née du besoin de découvrir une nouvelle culture. Elle s'exprimait dans de nouveaux matériaux et formes qui remettaient en question la valeur de la sculpture et peinture antérieure. Zero montre comment l'art est toujours politique, en ce sens qu'il exprimait l'esprit de les besoins de l'époque et influence de la société dans le domaine des idées, sans que les artistes deviennent politiques pour autant. Fluxus, un autre mouvement artistique né aux États-Unis dans les années 60, devint rapidement un mouvement international regroupant des artistes de plusieurs pays et disciplines. Le fondateur était George McInnes et on y a compté aussi George Brecht, Mary Baumeister, John Cage, Namjoon Paik, Joseph Beuys, Fostel, Yoko Ono et Terry Riley, et encore Marcel Duchamp et Dada parmi l'influence majeure. Comme d'autres mouvements artistiques de cette époque, Fluxus a introduit de nouvelles formes d'art en mettant l'accent sur l'expérimental et mettait au défi ce qui passait pour l'art académique. John Cage, dont la composition ont été influencées par les idées de Duchamp sur le hasard et le déterminisme, et beaucoup marqué le mouvement Fluxus. Ces idées renvoyaient aux préoccupations de certaines sculptures quant aux formes de matériaux ou objets soumis à propriété intrinsique. C'était une question clé en sculpture qui touchait à l'essence de la pratique d'incarner deux philosophies et visions du monde radicalement différents. L'une prônait que l'artiste influence directement son matériau représenté comme lorsqu'on taillait une sculpture, et l'autre consistait à laisser le matériau déterminer sa propre forme, comme le flec quand un bloc de glace fonde, ou comme le bruit qui fait un piano quand on le fracasse avec un marteau. Ces deux approches radicalement différentes illustrent à la fois notre besoin de modifier la nature et de prendre la responsabilité des choses que nous faisons.
et la nécessité de respecter le processus naturel et de critiquer une technologie au service du capitalisme. Les œuvres de Beuys, Pike, Forster et Dieter-Roth recourent toutes à ces principes pour recontextualiser les artefacts de la vie quotidienne et produire une foule associant nouvelle, une anthropologie étrange, poétique, répandue. La seconde génération de sculpteurs d'après-guerre à Düsseldorf était celle de Klaus Rinke, Rainer Rutenbeck, Franz Ebert Walter, Bernd Lohaus et Ulrich Rückgrim. Walter, Rutenbeck et Rinke s'est engagé tous en utilisant des objets comme un moyen de faire la sculpture. Et tous ont fait preuve de questions poétiques sur le temps, la durée et le processus. En tant que sculpteurs, ils reconnaissent tout le temps abstrait ayant trait au monde matériel, à savoir que toutes choses sont en mouvement éphémère, la métamorphose d'une chose d'une autre, le rôle de l'humanité en tant que l'acteur de changement et la prédominance de la nature. La question de la représentation est toujours rattachée à l'image de la figure, qui, historiquement parlant, a toujours été le motif principal de la sculpture. En effet, bien que les préoccupations pour les objets dans notre environnement nous donnent une empreinte de l'existence humaine, il y aura toujours le besoin de faire la sculpture figurative. La représentation figurative était source de contentieux partout parmi la sculpture et Düsseldorf ne faisait pas d'exception. Beaucoup de sculpteurs comme Ulrich Rückgrim, Karl André, Robert Smith et Norbert Kricke ont commencé par les œuvres figuratives pour ensuite y renoncer au profit du travail géométrique ou abstrait. La différence entre l'art qui restitue la figure ou la chose avec objectivité et les œuvres dites géométriques en abstrait était alors le reste toujours un sujet majeur dans le débat sur la sculpture. La terminologie alambiquée n'a d'ailleurs rien fait pour arranger ce débat compliqué et confus. Un des accomplissements déterminants de la Renaissance a été l'usage de l'analyse. Autrement dit, le penseur et philosophe étaient arrivés à la conclusion qu'il leur était impossible de comprendre l'univers dans son intégralité, mais qu'il était possible d'en étudier des parties plus petites et enfin de recueillir des informations et de les réassembler pour former une image plus grande. Cette division ou ce découpage de l'univers était interdit par l'Église parce qu'il n'était pas possible de critiquer l'œuvre de Dieu. Or, l'analyse, c'est ça. Les résultats de cette analyse donnaient un aspect particulier des choses, de propriétés, caractéristiques, physiques, mathématiques, de fonctions ou significations pouvaient être pris pour représenter le tout, et qu'on appelait abstraction. Appliqué à l'art, cela voulait dire qu'il ne fallait plus copier la réalité, ce qui de toute façon n'avait jamais été possible, mais d'inventer le signe et symbole représentant l'essence de choses. D'écrire une figure ou un objet uniquement en termes de géométrie mène naturellement à une forme d'abstraction. La forme complexe que nous disons organique, comme notre propre corps, n'existe que grâce à la géométrie de différentes parties, os, muscles, cellules organiques et molécules. Tout ça étant basé sur la géométrie. Décrire les choses comme organiques ou géométriques ne relève simplement que de deux approches esthétiques décrivant des aspects différents d'une même chose. Il y a cependant beaucoup d'autres descriptions abstraites de quelque chose comme une figure. Ses propriétés thermodynamiques,
son impact économique, sa constitution psychologique, son comportement ou même la distribution de son atome de fer, par exemple. Toute représentation de cette analyse peut reproduire une image inhabituelle de la figure. Au cours de les derniers siècles, et de plus en plus, cette dernière décennie, nous nous sommes habitués à l'abstraction, à parfois au point que nous avons complètement oublié qu'il y a un tout. Nous sommes tellement obsédés par la partie, détails, contexte et conditions, qu'il ne sont plus possible ou raisonnable d'aspirer à la complétude ou à la perfection. Le premier documentaire, et aussi le Biennale de Paris et de Venise, mettait un accent fort sur la sculpture. Les deux expositions, Art et pauvre and When Attitudes Become Form, avaient introduit le mouvement artistique des années 60. De plus, une nouvelle génération de galeries en Europe, en Amérique, ailleurs offrait un nouveau forum international à la sculpture. Malgré son écrasante histoire culturelle, l'Italie, un peu comme l'Allemagne, devait se redéfinir une nouvelle orientation politique, sociale et culturelle. Ce processus a été tumultueux, parfois violent en plusieurs endroits du pays dans les années 50. La galerie Azimuth, fondée par l'artiste Piero Manzoni en 1959, a joué un rôle important dans la formation d'une culture d'après-guerre en exposant des œuvres de Lucio Fontana, Yves Klein et Robert Rauschenberg. Quoi le plus offensif et provocateur pour les valeurs de la société bourgeoise conservatrice que l'œuvre de Piero Manzoni lui-même, merde de l'artiste, 90 boîtes de conserve remplies de ses propres excréments qu'il a vendues 1968 pour un poids d'or équivalent. En 1960, Maria Merz, qui s'intéressait beaucoup aux arts, aux sciences et notamment au rapport entre les différentes manifestations de choses et éléments de la nature, s'est mis à faire des œuvres en reprenant le langage de la nature et des objets naturels. En introduisant de nouvelles métaphores et significations poétiques pour les créatures et matériaux qu'il recueillait dans la nature. D'autres sculpteurs, comme Luciano Fabro, Giulio Paolini, Michelangelo Pistoletto, Marisa Merz et Gilberto Sorio, travaillaient sur des thèmes différents, mais partageaient le même esprit révolutionnaire et l'intérêt pour la réécriture de valeurs et significations attribuées aux matériaux, qu'ils soient dans la nature ou dans le monde fait par l'homme. Ils ont énormément apporté à la gamme de matériaux, formes et objets utilisés en sculpture et ont réalisé des œuvres délicates, sensibles et poétiques. En 1967 et 1968, ces sculptures ont exposé ensemble aux expositions Art et pauvre, aujourd'hui légendaires, montées par Germano Celent, le sous-titre Art et pauvre, histoire et protagoniste, qu'il a ajouté ultérieurement souligné les intentions révolutionnaires du groupe. Après la guerre, la France était sous le coup de tachisme, un mouvement de peinture semblable à l'expressionnisme abstrait aux États-Unis. En 1960, un groupe vaguement apparenté, rassemblant des sculpteurs Jean Tinguely, Jean Dubuffet, César, Amann, Sperry, Yves Klein, Niki Samphal et Christo, furent associés à un mouvement qui son fondateur, Pierre Restani, avait baptisé Nouveau réalisme. Tout comme le tachisme était l'équivalent français de l'expressionnisme abstrait, le nouveau réalisme était la réplique française
au pop art et Fluxus est proclamé une quête artistique de nouvelles approches, perspectives du réel. L'œuvre de Yves Klein faisait ressortir des interrogations typiquement françaises sur la peinture. Qu'est-ce que ça, c'est la peinture? Et de considérer la peinture comme une substance bleue et remplacer la toile par les objets à peindre. L'autre peintre français ayant eu un impact décisif et qui apporta une contribution vraiment substantielle à la sculpture était Jean Dubuffet. À l'heure où le sculpteur s'est battu pour savoir si la taille, la construction ou le ready-made était l'avenir de la sculpture, il a tout simplement balayé ces controverses et fait une série de figures librement abstraites dans le même style que ses peintures de genre de l'art brut. Son œuvre allait voir une importance particulière sur l'évolution de la sculpture à la fin des années 70. L'œuvre de John Tangley, comme celle de son ami Hans Lugenbuhl, était un geste anarchistique introduisant le mouvement dans la sculpture. Leur travail impliquait un autre mode de récupération qui redonnait vie aux éléments d'une machine, non pas comme esclaves d'une mécanique bien ordonnée, mais comme des œuvres d'art en rébellion. La fascination pour le reboot des machines, qu'elles soigneusement entretenues, avait fait jadis la fierté de l'industrie et le symbole d'une réussite sociale convoitée. Cette fascination partagée par plusieurs autres sculpteurs comme John Chamberlain, César ou Wolf Postel. Comme on peut le voir dans les œuvres de ces différentes sculptures depuis le début du XXe siècle, un vrai processus d'exploration a été engagé par différents artistes, chacun à leur façon pour redéfinir l'attendu et le contenu de l'art et introduire quantité de matériaux et l'origine non artistique dans le domaine de l'art. Cet emploi de nouveaux objets et matériaux avait commencé avec l'intérêt que les artistes portaient aux produits industriels et la prise de conscience que les choses n'avaient pas juste une existence physique, mais jouaient aussi un rôle dans la formation du langage et de la pensée. Il en découle que tout ce que nous avons dans nos têtes provient du monde matériel, en dehors de nous-mêmes. Dès la naissance, même probablement avant, notre corps et notre esprit absorbent par le sens de l'information sur le monde matériel. Et nous utilisons cette information pour élaborer les notions qui forment nos pensées et réponses émotionnelles. Nous savons tous l'expérience que nous répondons constamment à tout ce qui nous entoure, comme partie d'une évaluation permanente du caractère bénéfique ou nuisible de choses, y compris les personnes ou les circonstances. Ces décisions esthétiques sont une part essentielle de notre stratégie de survie. Si nous sommes aussi dépendants de la matière qui nous entoure et nous dicte nos émotions et pensées, il semble évident que nous devrions être très concernés par la forme des matériaux autour de nous. C'est là que les sculptures sont concernées. Les jugements esthétiques sont fondés sur le mélange complexe d'émotions et de pensées rationnelles qui nous aident à décider si quelque chose est beau ou laid, mal, bien ou mal, juste ou faux. L'esthétique joue un rôle essentiel dans la formation de notre sens de la justice, de la morale et de l'éthique. L'art est le terrain d'essayer de nos valeurs esthétiques. Auparavant, dans l'histoire, l'autorité décidait pour les autres de ce qui était beau, bien ou juste, et d'habitude, c'était elle-même. Aujourd'hui,
c'est à chacun de se former sa propre opinion. À la fin des années 60, au début de mes études, il s'est passé beaucoup de choses en sculpture dans un laps de temps pas si court. Les trois formes de la sculpture, à savoir la taille, la construction et l'utilisation d'objets, avaient fait le grand pas en avant. Les sculptures avaient fini par accepter que la tradition classique de la sculpture n'en était qu'un parmi d'autres. La sculpture n'était plus uniquement au service de la gloire posthume des riches et des puissants et des valeurs. Elle avait relevé leurs défis de modernisme et découvert tout un inventaire de nouveaux thèmes comme le temple, le mouvement, la technologie et la psychologie. Elle avait été expression des émotions et sentiments des gens après deux guerres mondiales et devenait un moyen de s'exprimer soi-même librement. Elle avait quitté le piédestal de l'obsession classique de la sculpture pour gagner le vaste monde, devenu abstrait dans la forme, et s'est mis à traiter un tas de nouveaux concepts abstraits, et chemin faisant, elle a créé de nouvelles formes fantastiques et inédites. Elle a découvert tout un tas de nouveaux matériaux et techniques. Enfin, et surtout, elle s'est engagée dans un discours dynamique et engendre 12 nouvelles méthodes a été inspiration à la référence absolue de plusieurs aventures nouvelles avec le matériau vers la fin du XXe siècle. La sculpture s'est présentée en 1969 comme un large panel de propositions et mouvements différents, contrairement à la sculpture taillée et modelée avec sa longue histoire qui n'était plus rattachée à la figure anatomique. Il y avait notamment en Grande-Bretagne des sculpteurs qui construisaient la sculpture en soudant le métal industriel. Il y avait des happenings, ready-made, performances, installations, environnements. Il y avait l'usage de la photographie et la vidéo. Il y avait pop art, fluxus, le nouveau réalisme, l'art cinétique, land art conceptual, l'art conceptuel, l'art corporel, art pauvre, le neo-expression, l'art politique, l'anti-art et le minimalisme. Toutes ces propositions ont influencé le développement de l'art dans les 40 années suivantes. Il était de plus en plus évident que l'art ne révélait plus d'un seul mouvement prédominant, mais consistait en plusieurs positions et intérêts différents. Et comme d'habitude, ce qui rend l'art intéressant, c'est que personne aurait pu prédire ou imaginer le travail de tous ces artistes qui ont émergé dans cette période, ni le mouvement et les préoccupations. Il faut particulièrement noter que le petit monde de l'art des années 60 allait se répandre dans toutes les domaines de la vie, en prenant une dimension sociale et politique qui soulevait en soi les propres questions et problèmes lesquels, à leur tour, devenaient partie intégrante du discours sur l'art. L'art a gagné une influence notoire, elle y préoccupe beaucoup de pays, et partie du monde où, pour diverses raisons, l'art contemporain qui se développe librement était inconnu auparavant. Comme pour toute l'histoire, en général, il reste toujours la question sans réponse de savoir si tout aurait pu tourner différemment si un seul petit facteur avait été autre dans le cours de la chose. De fait, est-ce que ce qui s'est passé aurait pu se passer différemment? Est-ce que cela veut dire que tout ce qui s'est passé est régi par le hasard? Qu'il y a un nombre infini d'issues possibles, que la version qui prévaut est justement celle que nous vivons? Pourquoi y a-t-il une histoire tout court? Quelles sont les forces qui font changer le matériau? Avec quel objectif?
Pouvons-nous tout déterminer de notre existence et de notre destin? Ce sont les questions que beaucoup se posent, mais que chaque artiste précisément doit aborder en se confrontant à son propre travail. La sculpture est le résultat d'une série de décisions que la sculpture prend en toute variation. Dans la course de ces décisions aboutit à un résultat différent, à une sculpture différente. Étant donné qu'un morceau d'argile à modeler peut prendre un nombre infini de formes et que seulement relativement peu d'options sont effectivement envisagées, on réalise que les décisions que nous prenons sont canalisées vers un résultat final par le matériau lui-même, et que cela inclut l'argile, l'artiste lui-même et toutes les circonstances matérielles de son existence. Notre libre arbitre est conduit par le matériau et en abordant de le matériau, nous découvrons que nous sommes à la limite de notre capacité à déterminer notre destin. Merci.